Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des seniors. J'ai invité Valérie Gruot, qui est une voix qui dérange un petit peu, et tant mieux. Et c'est exactement pour ça que je l'ai invitée et qu'il faut l'écouter. Elle est fondatrice de Seniors à votre service, le job board numéro 1 qui est dédié à l'emploi des seniors et des retraités. Elle se bat depuis des années contre un angle mort du marché du travail, c'est l'éviction silencieuse des plus de 50 ans. Son constat, il est simple. Plus on a d'expérience et moins on a d'opportunités. Avec elle, on va parler sans filtre de discrimination à l'embauche, de biais bien installés, de notre rapport collectif à l'âge et à la performance, mais aussi de ce que les entreprises perdent concrètement en écartant ces profils. Bonjour Valérie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Alexandra. On va un petit peu poser le contexte du sujet des seniors et du malaise qu'il y a autour de cette population active sur le marché. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça veut dire aujourd'hui d'être senior ? Alors aujourd'hui, être considéré comme senior sur le marché du travail, ça commence très tôt parce que c'est dès 45 ans. Alors c'est assez paradoxal en fait puisqu'on sait qu'à cet âge-là, il va nous rester à peu près une vingtaine d'années en fait de vie professionnelle devant soi. Donc ça signifie en fait que beaucoup de salariés commencent à être confrontés justement à ces difficultés qu'ils n'avaient jamais connues auparavant en fait. C'est-à-dire moins de sollicitations de recruteurs, plus de refus de candidatures, moins d'accès à certaines formations et puis beaucoup d'invisibilité en tout cas dans leurs recherches. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est pas l'âge en fait en lui-même, c'est le problème, c'est le regard en fait qui est porté sur l'âge. Donc en fait, être senior sur le marché du travail aujourd'hui, c'est clairement synonyme d'exclusion en fait. Et si on regarde sur les 20 dernières années, alors c'est peut-être large, 20-10 dernières années, c'est toi qui vas me dire, est-ce que la situation, elle s'est améliorée ? Est-ce qu'elle s'est dégradée pour les seniors ou est-ce qu'elle est ISO et en gros, ça bouge pas trop ? J'ai envie de te dire, est-ce qu'elle s'est améliorée ? Oui et non. Alors oui, parce que si on regarde les taux, le taux d'emploi des 55-64 ans, il a fortement progressé. Il est passé à peu près de 34% au début des années 2000 à 60% aujourd'hui. Donc oui, c'est mieux. Mais cette augmentation, en fait, cette amélioration, elle est surtout liée aux réformes des retraites, en fait, qui ont allongé la durée de travail. Et oui aussi parce que les pouvoirs publics ont pris enfin conscience que l'emploi des seniors est devenu un enjeu en fait économique et que ça devient aussi un enjeu, enfin un sujet stratégique pour les entreprises. Et d'ailleurs cette année en fait en 2026, les entreprises de plus de 300 salariés doivent ouvrir des négociations spécifiques sur l'emploi des salariés expérimentés, doivent réaliser un diagnostic de leur situation et mettre en place des actions en fait concrètes sous peine de sanctions. Mais alors clairement, on n'en est qu'au stade de la prise de conscience et pas vraiment au stade de l'action à quelques exceptions près, puisqu'il y a quelques entreprises qui sont un peu plus en avance. Et alors ça c'était sur la partie oui, mais la situation elle s'est pas complètement améliorée dans les faits parce que quand tu es senior et que tu perds ton emploi, enfin quand tu es considéré comme senior, parce que comme je disais juste avant, on est considéré senior très jeune. Donc quand on est senior et qu'on perd son emploi, en fait, retrouver un poste, ça reste toujours très difficile. La durée en fait moyenne de chômage, elle est beaucoup plus longue après 50 ans, on est à peu près à 700 jours. Et puis les discriminations vraiment qui sont liées à l'âge, elles sont encore clairement observées sur le marché du travail. Donc retrouver un emploi en fait, quand on le perd après 50 ans, voire 55 ans, c'est extrêmement difficile. Donc en fait les lignes elles ont bougé, mais c'est beaucoup trop lent en fait.
pour, davantage, se rendre compte de la situation, tu aurais un peu des chiffres en tête à justement à nous partager? Oui, alors il y a, quelques chiffres clairement, aujourd'hui, il y a quand même 900 000 demandeurs d'emploi, qui ont, plus de 50 ans. Il y en a que 60 des 55-64 ans qui ont un emploi en France, uniquement 60. Il faut savoir que 80 des ruptures de contrat, des profils dits seniors, elles sont à l'initiative de l'employeur, donc c'est pas un choix la plupart du temps de partir de son poste. Et aussi, il y a un autre chiffre qui est important, parce que peut-être on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'il y a uniquement un tiers des salariés, enfin oui, si, un tiers des salariés de plus de 45 ans qui bénéficient d'une formation professionnelle. Donc c'est très très peu. Et puis il y a d'autres chiffres sur lesquels je suis tombée il y a quelques temps qui m'ont paru aussi intéressants. C'était une étude en fait qui a été faite par Indeed et Opinionway. Et tu vas voir, les données sont assez paradoxales parce que dans cette étude, les recruteurs à 95% disent que les salariés expérimentés apportent une valeur directe à la performance de l'entreprise, donc c'est extrêmement positif. 93% reconnaissent que leur rôle est essentiel dans la transmission en fait des savoirs. Pourtant, seulement 54% continuent à percevoir les seniors comme davantage une contrainte plutôt qu'une opportunité. Donc en fait, c'est hyper paradoxal ces chiffres-là, parce que tout le monde reconnaît la valeur d'un profil expérimenté, mais les comportements en fait de recrutement, eux, pour le coup, ne changent pas en fait. Tu vois, je vais faire le parallélisme avec la parentalité, rien à voir, mais tu vois, la parentalité, quand on regarde à l'international, c'est complètement géré autrement si on regarde, les pays nordiques ou autres que nous en France. Justement pour, les sujets des seniors, comment c'est géré? C'est quoi le constat en fait des pays voisins? En fait, on est très en retard. Et là, tu citais justement les pays nordiques. Là, je te disais, les 55-64 ans en France ne sont que 60% à avoir un emploi. En Allemagne, c'est 74%. Tu vois, il y a vraiment un écart qui est colossal. Alors, pourquoi il y a une telle différence? En fait, alors c'est pas que l'Allemagne, hein, c'est les pays nordiques en général. Parce que ce sont des pays qui ont adopté, en fait, depuis longtemps, une logique de parcours professionnel continu. C'est-à-dire formation tout au long de la vie. Là où je disais justement tout à l'heure qu'après 45 ans, il y a très peu de formations qui sont proposées. Des reconversions qui sont facilitées, on valorise l'expérience et on va plutôt recruter des personnes sur leurs compétences que sur leur âge. Alors qu'en France, on est resté ancré sur, tu vois, en fin des années 80-90, il y a eu beaucoup de départs anticipés à la retraite. Donc on s'était dit à l'époque, on pousse les personnes qui arrivent en fin de carrière à l'extérieur pour faire potentiellement rentrer des jeunes sur le marché de l'emploi. Bon, clairement, ça n'a pas marché. Mais cette culture-là des départs anticipés à la retraite, elle a vraiment laissé des traces, en fait, dans les mentalités. Donc, ça a vraiment un impact encore aujourd'hui sur le comportement qu'on peut avoir en termes de recrutement. Et là, je te disais, en Allemagne, 74% des 55-64 ans travaillent. Mais si on regarde, j'ai d'autres exemples à te donner sur d'autres pays. En Suède, c'est 78%. En Suisse, c'est 78% aussi. République tchèque, 77%. Le Japon, on est reparti en dehors des pays nordiques, 79%. Mais ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, surtout, c'est que il n'y a pas un modèle unique, en fait. Ils fonctionnent pas tous, ces pays, de la même façon. Chaque pays a développé ses propres solutions, mais ils ont un point commun, en fait. C'est qu'ils ont considéré les profils dits seniors comme une ressource, en fait, et non comme un problème à gérer. En France, c'est plutôt dans cet état d'esprit-là qu'on est, malheureusement, se dire, il y a des seniors sur le marché de l'emploi, on va en parler, il y a pas mal de discrimination, de biais, et qui freinent le recrutement, parce qu'on regarde l'âge, et c'est la perception de l'âge qu'on a en France qui devient un blocage. Tu me fais ma transition, c'est parfait. Si on bascule justement sur, le vrai problème qui est souvent les biais, cognitifs. Pourquoi en entreprise, on hésite encore à recruter des seniors et c'est quoi les clichés, les biais les plus fréquents qui sont rencontrés, enfin que les seniors rencontrent? Alors exactement, il y a beaucoup de biais, de préjugés en entreprise, hein. Alors ceux qu'on va le plus souvent, qui sont le plus souvent cités, c'est le coût. Un senior, ça coûte cher. Les craintes qui sont liées à l'évolution professionnelle. Et puis, par exemple, aussi un supposé manque de flexibilité. Or, en fait, les études montrent que les seniors, ils sont plus souvent fidèles à leur employeur parce que quand tu as 45, 50, 55 ans, que tu trouves un emploi, tu vas rester dans ton emploi, tu vas être moins dans une logique de carrière comme pourrait être une personne qui a une trentaine d'années, et c'est normal. Et donc, tu vas rester beaucoup plus longtemps. Donc, moins de turnover. En plus, ce sont des profils qui vont être plus rapidement opérationnels. Donc,
on va pas forcément regarder, l'idée c'est pas de regarder le coût, la ligne de coût sur la fiche de salaire, c'est de regarder en fait le retour sur investissement global que va apporter cette personne-là en fait. Et c'est ça qui est souvent l'erreur qui est faite, c'est de regarder uniquement une ligne de salaire et pas tout ce que va apporter la personne. Enfin, on va vraiment avoir besoin de la coacher, elle va être beaucoup plus autonome, etc. Et tout ça, c'est du temps qu'on peut justement décharger, enfin dont le manager peut se décharger pour s'occuper d'un profil plus junior justement. Donc il faut arrêter de regarder cette ligne de coût directe. Et donc, on est vraiment face à une contradiction en fait qui est importante parce que les entreprises, elles reconnaissent la valeur des seniors, mais elles continuent de recruter en fait comme si cette valeur-là, elle n'existait pas, si tu veux. Ce qui m'intéressait quand on a discuté avant l'enregistrement, c'est qu'on parlait aussi des femmes et on se disait, en gros, c'est coup double. Enfin, coup double ou double peine, je sais pas ce que je devrais dire, le plus approprié pour les femmes qui sont seniors parce qu'elles ont une double discrimination, déjà de genre et en plus d'agisme, du fait qu'elles sont seniors. Donc, est-ce que ça, toi aussi, c'est quelque chose que tu constates via Oui, les oui. personnes que tu peux rencontrer? Alors clairement, il y a une vraie double peine pour les femmes et elles sont vraiment impactées, mais en fait tout au long de leur carrière. Donc la double discrimination, elle est liée donc à l'âge, dans le cas des femmes profil senior, et au sexe. En fait, elles vont tout au long de leur carrière globalement avoir plus de temps partiel qui est subi. Elles vont avoir des interruptions de carrière liées à l'éducation de leurs enfants, parce que clairement, ce sont plus les femmes qui s'arrêtent pour s'occuper de leurs enfants, qui prennent, alors on a un congé maternité, mais aussi la possibilité de prendre un congé parental. Donc des carrières qui vont être plus hachées. Et puis très souvent aussi, quand on avance en âge, on va être plus susceptible d'être aidante de nos parents potentiellement, voire aussi parfois très souvent des parents de son conjoint. Et donc ça a vraiment un impact parce que elles vont être les femmes en fait tout au long de leur carrière, elles sont beaucoup plus exposées au chômage, donc en fin de carrière particulièrement, mais elles vont avoir des carrières plus hachées tout au long justement de leur parcours, et donc en bout de course, en plus, elles vont pour le coup recevoir des pensions de retraite qui vont être beaucoup plus faibles que celles des hommes. Les pensions de retraite des femmes aujourd'hui, elles sont de l'ordre de 40% plus faibles que celles des hommes, ce qui est colossal. Donc il y a vraiment une double discrimination et puis qui s'accentue en fait sur la fin de carrière. Si on vient sur la partie plutôt maintenant entreprise, pour toi, qu'est-ce que les entreprises, elles sous-estiment chez les profils seniors? Notamment, on a parlé tout à l'heure du fait que, il y avait une fidélisation, moins de rétention en tout cas sur les profils plus seniors. Il y a le sujet aussi de l'expertise. Pour toi, c'est quoi les points clés vraiment sur lesquels, on se dit: «Mais, ouvrez les yeux, quoi»? Alors exactement, au-delà de l'expérience technique ou de l'expertise qu'on peut avoir quand on a une carrière longue, il y a d'autres éléments qu'il faut absolument prendre en compte, c'est les compétences comportementales, ce qu'on appelle communément les soft skills. Et les profils seniors, quand ils arrivent dans l'entreprise ou quand ils sont dans l'entreprise, ils arrivent souvent avec quoi? Une bonne capacité d'adaptation parce qu'ils ont réussi à s'adapter tout au long de leur carrière. Ils ont une gestion du stress qui est beaucoup plus éprouvée. Ils savent prendre du recul sur certaines situations. Ils ont déjà expérimenté des situations complexes, donc ils savent comment les contourner et avancer un peu plus rapidement. En tout cas, ils savent comment réagir. Ils sont autonomes. On n'a pas forcément besoin de les coacher en permanence comme un profil plus jeune, et c'est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Et puis ils ont cette capacité aussi à résoudre des problèmes rapidement en fait. Et ces compétences, elles deviennent très précieuses en fait dans des environnements qui sont complexes. Alors ça peut être des environnements industriels, mais pas uniquement. Et puis quand on a des profils aussi seniors qui vont se reconvertir, parce qu'on peut se reconvertir aussi à tout âge, il faut se dire qu'on repart pas, parce qu'on peut changer tout au long de sa carrière à un moment donné de voie. Il faut se dire aussi que ces seniors-là, ils peuvent devenir juniors sur un métier, mais en fait, faut pas oublier ils vont pas abandonner toute l'expérience qu'ils ont eue pendant 20 ou 30 ans. Et ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. Un salarié qui arrive à 55 ans dans une entreprise, il n'arrive pas avec une page blanche, en fait. Donc, il va apporter, ce que je disais, son sens de l'organisation, sa capacité à gérer des situations compliquées, son autonomie, son réseau aussi. Donc ça, c'est hyper important. Sa compréhension des clients, sa maturité aussi professionnelle. Et donc l'entreprise, elle va récupérer là plus ou davantage qu'une simple compétence technique. Donc ce sont toutes ces compétences comportementales qu'il faut que les entreprises voient aussi sur ces profils seniors. Oui, puis je rajouterais aussi une capacité, d'investissement dans le sens où,
bah, quand on a, sur la tranche, tu vois, si j'entre dans les stéréotypes, 28, 40 ans, 45 ans, bah, tu es quand même dans l'âge où, tu passes beaucoup de temps et beaucoup d'énergie quand tu es parent, par exemple, pour les personnes qui sont concernées. Bah, tu as moins de bande passante pour t'investir professionnellement parce que, bah, tu as la fatigue et physique et morale et tu dois passer beaucoup de temps dans l'éducation de tes enfants. Là où, bah, à partir de 45 ans et plus, généralement, tu as tes enfants qui sont plus grands et tu peux plus t'investir sur ta carrière professionnelle et du coup, c'est aussi un vrai gain. Si je dois parler de performance, de productivité, ce qui parle quand même plus aux entreprises, sur ces profils-là que des profils qui auront moins de capacité avec, des enfants à gérer et cetera. Alors exactement, alors il y a beaucoup plus en effet de disponibilité, sur des profils, voilà 50 et plus, mais je vais quand même mettre un petit bémol sur, pour faire le lien avec ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que, plus on avance en âge, plus aussi on devient aidant. Donc quand on est Oui. plus jeune, bah, on s'occupe de ses enfants, donc il y a un rythme, une organisation à avoir, dans l'éducation de ses enfants, et quand on passe 55 ans, potentiellement on peut aussi devenir aidant de ses propres parents, ce qui parfois aussi peut freiner notre disponibilité professionnelle. Et là, je parle essentiellement pour les profils féminins, puisque c'est clairement moins le cas Mmh. pour les hommes. Oui, tu fais bien de mettre le point dessus parce qu'effectivement, je pense que ça vient se compenser et plus ça va aller et plus, les salariés sont des salariés aidants, sur cette population-là. Donc, Exactement. effectivement, Et voilà, et comme on est dans une population, enfin, on est vraiment sur un trend de population vieillissante en France, c'est quelque chose qui va vraiment aussi s'accentuer. Et donc, mais les danses, justement, c'est aussi un gros sujet qui commence à être abordé dans les entreprises et c'est indispensable de le faire pour le coup. tout à l'heure, tu parlais justement de l'intergénérationnel. Est-ce que tu peux nous en dire, plus sur concrètement quand est-ce que c'est mis en place, ça fonctionne et cetera en entreprise et la valeur ajoutée justement de ce sujet-là qui est peut-être pas forcément assez, exploité en entreprise? Oui, alors c'est un sujet qui est de plus en plus échangé, discuté dans les DRH et c'est bien. Alors comment est-ce que ça marche? Ça marche quand chacun en fait est considéré comme une ressource. Alors si on prend les extrêmes, junior, senior, le jeune il va apporter la maîtrise par exemple de nouveaux outils, des visions un peu plus fraîches sur certains sujets, etc. Et un profil senior, il va apporter donc une expérience métier, une connaissance des clients, une capacité d'adaptation, d'anticipation, et il va savoir détourner des situations complexes. Et en fait, les meilleures équipes aujourd'hui dans les entreprises, et c'est clairement prouvé, ce sont pas des équipes homogènes où tu as que des jeunes ou que des seniors. C'est des équipes qui vont être complémentaires et qui vont coopérer. En fait, dans pas mal d'entreprises, alors souvent technologiques, mais pas que, il y a pas mal de binômes seniors-juniors qui sont mis en place. Les seniors vont transmettre leur expertise métier, leur connaissance client, comme je disais, leur capacité à gérer des situations compliquées. Et le junior, il va apporter peut-être sa maîtrise de nouveaux outils ou de l'utilisation de l'IA. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'il y a une sorte de mentorat réciproque, parce que très souvent, on parle de mentorat en se disant, le senior, il va aller aider un junior, ok. Mais en fait, ça fonctionne aussi très bien, mieux d'ailleurs quand ça marche dans les deux sens. Les organisations vont être plus performantes quand il va y avoir vraiment du mentorat réciproque et une coopération dans la gestion des projets. Et tout le monde apprend de tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être clé dans les entreprises demain, d'apprendre à collaborer, à coopérer entre les équipes, pas de travailler l'un à côté de l'autre et ensuite de se faire un point. C'est vraiment de travailler ensemble et de s'apporter pour faire grandir en fait l'équipe et que toutes les compétences, les connaissances soient échangées entre les différents profils. Et on en reparlera Ju peut-être en effet sur la partie IA parce que ça a un vrai impact. Ouais, bah, justement, tu me refais ma transition, c'est parfait. Pour toi, est-ce que cette transformation-là, c'est une difficulté ou une opportunité pour les seniors? Je m'explique. On pourrait se dire: «C'est une difficulté comme, la révolution, du digital qu'il y a pu y avoir et cetera, pour les profils seniors de se mettre dedans». Et à la fois, ça peut être une opportunité aussi, parce qu'on le voit avec l'IA, ceux qui en pâtissent le plus aujourd'hui, c'est les jeunes sur le marché. Parce que ce qu'on va demander, c'est des profils avec une expertise plus fine, des compétences plus soft skills que l'IA aujourd'hui n'est pas en capacité d'avoir et qui demandent, du coup, plus de seniorité. Donc, c'est quoi ton positionnement là-dessus? Est-ce que c'est, alors soit tu me fais une réponse de normande ou pas, mais est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que c'est une opportunité? Ou est-ce que c'est les 2 à la fois?
Alors pour moi, ça va plutôt être une opportunité en fait, parce que comme tu dis, on entend souvent que l'IA va fragiliser certains emplois, et c'est vrai, et en particulier sur les premiers emplois des jeunes diplômés pour le coup. Par contre, pour les seniors, pour moi, c'est une très belle opportunité. J'ai assisté il y a pas très longtemps à une conférence qui s'appelait justement l'IA, la revanche des seniors, et ce qui m'a frappé en fait, c'est que on a enfin parlé, si tu veux, des seniors comme d'une solution et non d'un problème. Il y a une phrase que j'ai retenue lors de cette conférence, c'est que l'IA ne remplace pas l'expérience, mais elle révèle sa valeur. Et j'ai trouvé que c'était très très juste. Pendant des années, en fait, les entreprises ont vraiment valorisé toutes les compétences techniques. Et avec l'IA, les compétences qui vont être les plus recherchées, elles deviennent plus humaines. C'est des compétences comportementales dont on parlait tout à l'heure. Et c'est quoi ces compétences que l'entreprise va aller chercher? Ce sont des compétences qu'ont les profils seniors. C'est l'esprit critique, le discernement, la capacité à prendre des décisions, la compréhension en fait des enjeux business, toute la gestion des risques, le leadership, l'intelligence relationnelle, etc. Et ce sont donc vraiment ces compétences que l'on développe au fil de son expérience. Donc un profil senior, il va pouvoir apporter tout ça, prendre du recul par rapport à ce que justement l'IA propose. L'IA va proposer du contenu, elle va analyser des données, mais il faut quand même avoir un jugement humain à apporter derrière. Et il va falloir piloter, questionner, challenger ce que va apporter l'IA. Et en fait, cet esprit critique, c'est justement une des compétences en fait cognitives qui sont relativement plus fortes chez les profils expérimentés. Donc pour moi, l'IA, elle va vraiment, elle peut être une opportunité plutôt qu'un frein pour les profils plus expérimentés et donc seniors. Quand je disais en présentation, donc je disais que tu étais fondatrice de Seniors à votre service, qui est le job out numéro 1 qui est dédié aux seniors et aux retraités. Ce qui est intéressant ou critiquable, c'est qu'on se rend compte que justement les entreprises, elles vont beaucoup travailler sur la fin de carrière des seniors, sur comment les aménager, etc., mais pas du tout sur le recrutement des seniors. Ce qui m'intéressait, c'était de me dire à quel moment toi, tu as eu ce déclic-là pour te dire il y a un truc à faire. Senior à votre service, je l'ai créé en 2008. Donc, tu vois, il y a 18 ans. Donc, autant te dire qu'à l'époque, il y avait absolument rien qui existait sur ce sujet-là. Mais en même temps, quand j'ai démarré cette activité, je l'avais vraiment très axée sur les retraités. L'idée, c'était de pouvoir accompagner des retraités qui avaient besoin ou envie de travailler et de leur donner l'opportunité d'avoir accès à des offres d'emploi. Ouais. Et en temps 2, j'ai ouvert au profil plus senior actif, donc 50 et plus au départ, et puis c'est devenu 45 ans et plus par la force des choses. Et donc, comme j'ai ouvert aussi aux actifs la possibilité d'utiliser la plateforme, j'ai ouvert la possibilité aux entreprises de pouvoir aussi venir recruter. Donc aujourd'hui, on a 2 profils de candidats, des retraités qui cherchent des compléments de revenus, des profils 45+ qui cherchent un emploi, et en côté recruteur, des particuliers employeurs qui recrutent dans le service à la personne, et des entreprises qui viennent recruter des profils expérimentés. Et donc c'était en effet il y a 18 ans. Clairement, en 18 ans, les lignes elles sont pas beaucoup bougé, si ce n'est que aujourd'hui, comme tu disais, on va plus travailler la fin de carrière, et toujours très peu le recrutement, parce que lié aux biais, aux préjugés dont on parlait encore tout à l'heure, et à nos mentalités encore très axées sur à partir d'un certain âge, on doit s'arrêter de travailler. Alors pourquoi est-ce que les entreprises travaillent plus la fin de carrière? En fait, parce que c'est plus simple. Il n'y a pas tous ces biais dont on a parlé. Ces seniors, ils sont déjà dans l'entreprise, et donc elles se disent voilà, on va commencer à travailler un peu plus en raisonnement gestion des âges. Jusqu'alors elles travaillaient vraiment sur un raisonnement gestion des âges, et là elles vont plus travailler sur de la gestion de compétences en se disant voilà, comment est-ce qu'on peut former mieux, comment est-ce qu'on peut favoriser la mobilité interne, comment est-ce qu'on peut accompagner des reconversions. Ça peut être en interne, mais ça peut être en externe aussi. Et donc ça, c'est quand même assez récent, mais c'est un point positif. En revanche, elle n'arrive pas à passer le cap des actions concrètes en termes de recrutement. Mais les choses vont peut-être aussi un peu changer, puisque comme je te disais tout à l'heure, il y a des nouvelles dispositions qui ont été mises en place, en tout cas pour les entreprises de plus de 300 salariés, qui vont devoir obligatoirement analyser la place de leurs salariés expérimentés dans leurs effectifs, les accès à la formation, les évolutions professionnelles, leurs conditions de travail, et puis leurs perspectives d'emploi. Donc, elles vont devoir regarder les chiffres en face, et puis elles vont devoir aussi voir comment elles se positionnent, en fait, que ce soit en termes sur les sujets de maintien dans l'emploi, mais aussi en termes de recrutement. Et donc, il y a d'ailleurs des outils
qui sont à disposition maintenant des entreprises, qui ont été proposées par deux organisations, à la fois celle du Club Landois et celle de Senior Force Plus, qui proposent des outils pour s'auto-mesurer, voir où on en est, et puis justement pour pouvoir progresser demain, que ce soit en termes de maintien dans l'emploi ou de recrutement. Et justement, tu parles de ces nouvelles obligations, légales. Moi, je me pose quand même une question de me dire: «Est-ce que, justement, ça va pas, être, encore plus, une charge, administrative pour les Mmh. entreprises et vue comme, encore plus compliqué à gérer?» Est-ce que ça fait vraiment changer les choses sur le papier ou sur le terrain? J'arrive pas à me dire, est-ce que c'est oui, il faut passer, c'est comme la place des femmes, tu vois? C'est Si ça, exactement ce que j'allais te tu vois? dire. On fait Ouais. avancer les choses qu'en mettant des obligations en place, ce qui est assez dommage, mais je me dis: «Est-ce que, ça va vraiment, vraiment faire bouger les choses?» Enfin, il faut être quand même assez lucide, hein, les choses, les préjugés, la discrimination, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Mais ça va créer un cadre, en fait. Et ça va créer un cadre parce que, encore il y a peu, je dirais, il y a encore 2-3 ans, franchement, le sujet de l'emploi des seniors, il était jamais discuté en CSE, il était jamais discuté en interne. On parlait, en effet, on parle du handicap, on parle de l'égalité homme-femme, on parle de l'intégration des jeunes des quartiers, enfin de plein de sujets de diversité, d'inclusion. Il y a pas mal de sujets qui étaient évoqués. Clairement, l'emploi des seniors, ça ne l'était pas. Donc, je pense que ça va créer un cadre, ça va alors forcément créer une charge administrative, des KPI à étudier en plus, mais ça va obliger la négociation sur l'emploi des seniors dans ces plus grandes entreprises. Ça va nécessiter de faire un diagnostic aussi RH, de travailler sur le parcours professionnel en fait de chacun des collaborateurs, et ça sera nécessaire pour leur employabilité tout au long de leur carrière. Et puis il y a aussi enfin dans les nouvelles dispositions, au-delà justement des obligations, il y a ce nouveau contrat de valorisation de l'expérience qui a été mis en place, qu'on a appelé à un moment donné le CDI senior, et puis c'est devenu le contrat de valorisation de l'expérience, qui permet aujourd'hui d'embaucher une personne de plus de 60 ans, voilà, dans des conditions un peu cadrées dès le départ, mais qui, je l'espère, pourra aussi favoriser le recrutement de ces profils 60 et plus, parce qu'on est amené à travailler plus longtemps. Donc on peut pas demander aux gens, voilà, vous allez travailler plus longtemps, bah, c'est une obligation, vous pouvez pas partir à la retraite avant tel âge, si personne ne vous recrute en fait. Ça va créer une précarité qui existe déjà, hein, c'est ce qu'on appelle ni en emploi ni en retraite. Les personnes qui sont dans cette situation-là, elles ont plus de job, elles ont même plus de droits parfois, elles sont pas encore à la retraite, et elles sont dans ce no man's land. Donc faut vraiment faire attention à ce que ce no man's land là, il grandisse pas plus qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que justement ça va générer beaucoup de précarité. Et une personne qui a 60 ans, qui se retrouve en situation de précarité, ça a un impact à la fois sur ses enfants, parce que souvent on aide encore nos enfants, justement jeunes diplômés, qui cherchent un job, etc., qui ont des difficultés à en trouver un, et souvent on aide aussi nos propres parents, qui se retrouvent en perte d'autonomie, etc. Donc si nous, le pilier, enfin je dis nous, parce que je me mets dedans, on se retrouve dans cette situation de pas d'emploi, il faut quand même imaginer que ça a un impact sur plusieurs générations. Donc ces mesures-là et ce nouveau contrat, par exemple, j'espère en fait qu'ils vont apporter une vraie avancée sur le recrutement des profils dits seniors en fait. Et pour terminer, du coup, Valérie, si tu pouvais nous proposer, 2-3 actions simples, pour, des personnes, RH ou CEO qui nous écoutent, qui veulent un peu avancer sur le sujet, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Alors la première action, c'est la formation en fait. Il faut former ses salariés de plus de 45 ans autant que les autres, autant que ceux qui en ont 25, 30 ou 35. Quand une entreprise en fait, elle cesse d'investir dans la formation de ses collaborateurs à partir de 45 ans, elle crée elle-même un risque d'obsolescence en fait de ses propres effectifs, de ses propres collaborateurs. Donc ça c'est vraiment important, et il faut aussi que les seniors soient acteurs en fait et aillent se demander aussi des formations, parce qu'on est aussi acteur de son projet professionnel, de sa carrière. Il faut pas hésiter à le faire pour sécuriser justement son avenir professionnel. Former davantage ses collaborateurs, et au-delà de former ses collaborateurs, former ses managers aux biais en fait liés à l'âge, parce que c'est souvent là que se situent les freins. Très souvent, ce sont des jeunes managers qui ne recrutent pas des profils plus âgés qu'eux, parce qu'ils ont peur de recruter quelqu'un qui a l'âge de leur père, de leur Oui. mère. Ils s'auto-freinent, donc il faut former aussi les managers aux biais liés à l'âge.
Ça, c'est vraiment important. Deuxième point, on en a aussi parlé tout à l'heure, c'est vraiment préparer toute la seconde partie de carrière de ses collaborateurs beaucoup plus tôt. Mais ça va, en tout cas pour les entreprises de plus de 300 salariés, ça va être de toute façon intégré dans les parcours aujourd'hui. On va devoir commencer beaucoup plus tôt à imaginer sa fin de carrière. C'est pas uniquement un point carrière en disant qu'est-ce que tu veux faire, oui, non, on le range dans un dossier puis on n'en parle plus. C'est un vrai projet de fin de carrière. Au Japon, ça commence bien avant 50 ans en fait, la préparation de sa fin de carrière. En France, on attend souvent 58, 60 ans, c'est trop tard en fait. Donc, mais ça veut dire quoi, préparer sa fin de carrière? Ça veut dire, est-ce que à un moment donné, je veux partir plus tard, je sens que je veux partir sur une retraite progressive, donc imaginer un temps partiel. Est-ce qu'il faut plus de télétravail? Est-ce qu'il faut des horaires flexibles? Est-ce qu'on peut mettre en place du mentorat, de la transmission de savoir? Tout ça, en fait, on peut le faire. Les solutions, elles existent, mais il faut le faire relativement tôt. Donc, préparer la seconde partie de carrière, ça demande une évolution aussi au niveau du management, pas uniquement au niveau des RH. Et puis, mettre en place des entretiens de parcours. Donc, les nouvelles dispositions, elles encouragent justement les entreprises à le faire pour accompagner justement toutes les trajectoires professionnelles. Mais là, l'idée, c'est pas uniquement de préparer son départ à la retraite, ce qui est fait aujourd'hui, en gros, c'est à peu près ça, mais c'est d'identifier justement toutes les possibilités d'évolution et de mobilité interne ou de reconversion. On n'a plus aujourd'hui des parcours linéaires comme c'était le cas à l'époque de nos parents. On peut encore changer de métier à 50 ans, c'est tout à fait possible, il nous reste 15 ans à travailler, mais tout ça s'anticipe. Et puis un autre point évidemment, c'est de travailler sur la transmission, vraiment sur certains métiers qui demandent une expertise, ça devient vraiment un sujet parce que comme on est sur une population vieillissante, il y a beaucoup de personnes qui vont partir à la retraite, qui vont partir avec leur expertise technique, métier, dans nos grosses structures industrielles ou dans l'aéronautique, etc. Ça pose vraiment un souci quand il n'y a pas eu d'anticipation de la transmission. Donc, ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut absolument créer des binômes intergénérationnels, parce que dans l'absolu, ça ne coûte pas, mais pour le coup, ça peut vraiment apporter à l'entreprise et lui éviter sa perte de savoir-faire également. Donc, voilà, c'est la formation, préparer la dernière partie de carrière, vraiment mettre en place de vrais entretiens de parcours et travailler la transmission. OK, très clair. Et je rebondis sur, on a beaucoup parlé de biais, tu parlais de biais dans le recrutement, notamment quand c'est des jeunes managers qui recrutent. Je recommande un livre, qui est celui de Marie-Sophie Zambo, justement, qui parle beaucoup de biais cognitifs et notamment un livre qu'elle a fait sur les biais dans le recrutement. Je pense que ça apporte en tout cas, moi, ça m'a apporté une autre lumière, quand je l'ai lu, donc je le conseille fortement. Ça peut être intéressant, par rapport à ce que tu disais, tout à l'heure. Écoute, merci beaucoup Valérie. Ça a été un plaisir de te recevoir. C'était très complet. Tu nous as tout bien contextualisé. On a parlé vraiment de plein de choses. C'était très concret. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de participer à cet épisode pour nous parler de ce sujet-là. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Ça a été en effet intéressant aussi pour moi de pouvoir justement parler de ce sujet-là qui me tient à cœur depuis si longtemps en fait, et que ça puisse faire écho auprès des entreprises, surtout pour qu'elles changent leur regard, parce que c'est vraiment le point important, de changer son regard sur les profils seniors, de plus regarder l'âge, mais vraiment de regarder les compétences. J'ai envie de finir là-dessus, regarder les compétences pour justement vous entourer des bonnes personnes. Merci Valérie et je te dis à très bientôt. À bientôt.